Déjà, on est entouré de mouvements en permanence. Une voiture qui roule, une porte qui pivote, même l'eau dans un verre. Mais c'est quoi, au fond, les règles qui gouvernent tout ça? C'est une excellente question et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a là un document de présentation qui pose, disons, les bases de la mécanique. Ah, la mécanique. Ça couvre quoi exactement? Ça couvre aussi bien les objets solides que les fluides. L'idée, c'est de comprendre comment on décrit leur mouvement et quelles lois s'appliquent. Surtout quand ils ne bougent pas aussi d'ailleurs. D'accord. Donc notre mission là, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre comment un solide glisse, comment il tourne. Exactement. Et voir quel rôle joue la masse, la forme de l'objet là-dedans. Et puis après, plonger dans les fluides. Comprendre pourquoi un bateau flotte ou comment marche un cric de voiture. Un peu différemment. Super programme. Par quoi on commence alors? Logiquement, on va commencer par le mouvement des solides. On regardera d'abord comment ils se déplacent sans tourner, c'est la translation, puis comment ils tournent sur eux-mêmes, la rotation. Ok. Ensuite, on s'intéressera à ce qui résiste au changement de mouvement, la masse pour la translation, et puis son équivalent pour la rotation, le moment d'inertie. Moment d'inertie, noté. Et pour finir, oui, on ira voir du côté des fluides, mais ceux qui sont calmes, au repos. C'est ce qu'on appelle l'hydrostatique. Parfait. Alors, allons-y. Pour décrire le mouvement, le document mentionne deux approches, cinématique et dynamique. C'est quoi la différence vite fait? Alors, c'est assez simple en fait. La cinématique, ça décrit juste comment ça bouge. La trajectoire, la vitesse. Voilà, l'accélération aussi, mais sans se demander pourquoi, sans parler des forces. D'accord. Et la dynamique du coup? La dynamique, elle fait le lien avec les forces. C'est là qu'interviennent les lois de Newton, par exemple, pour expliquer pourquoi le mouvement est ce qu'il est. Compris. Et aujourd'hui, on se concentre plutôt sur le comment, sur la description. Oui, on va surtout rester sur la cinématique pour commencer. Et pour décrire un mouvement, il y a un truc absolument fondamental. Le référentiel. J'allais y venir. L'idée qu'un mouvement, ça n'existe que par rapport à autre chose, c'est ça? Exactement. C'est crucial. Rien ne bouge dans l'absolu. On choisit toujours un point de référence, un objet qu'on décide de considérer comme fixe. Comme le sol, par exemple, pour une voiture? Oui, le centre de la Terre. C'est le référentiel géocentrique. Et pour décrire le mouvement de la Terre elle-même... Là, il faut regarder par rapport au Soleil, l'héliocentrique. Précisément. Et ce qui est important, c'est que selon le référentiel choisi, la trajectoire, la vitesse d'un même objet, ça peut être complètement différent. Ah oui, c'est vrai. Le mouvement est donc relatif. Intrinsèquement relatif, oui. Une fois qu'on a choisi notre référentiel, on peut parler de la trajectoire. Le chemin suivi par l'objet, quoi. Une ligne droite, un cercle. Ou n'importe quelle courbe, qu'on appelle alors curviligne. Voilà. C'est l'ensemble des positions successives. Simple. Et le document distingue ensuite deux types de mouvements pour un solide. La translation et la rotation. C'est quoi exactement la translation? Alors, imaginez un objet qui glisse sans tourner du tout. Comme un livre qu'on pousse bien droit sur une table. Ou une cabine d'ascenseur qui monte. Parfait exemple. Le point clé, c'est que si vous tracez une ligne droite entre deux points quelconques de l'objet, cette ligne reste parallèle à elle-même pendant tout le mouvement. Elle ne change pas d'orientation. D'accord, l'objet ne pivote pas sur lui-même. Et ça veut dire que tous les points de cet objet font le même trajet? Exactement le même. Même trajectoire. Et même vitesse à chaque instant. Et même vecteur vitesse, oui. Même direction, même sens, même valeur. Si un point décrit une droite, tous les points décrivent la même droite. C'est la translation rectiligne. Et si un point décrit un cercle, c'est possible ça? Une translation circulaire? Oui. Pensez à la nacelle d'une grande roue. La nacelle elle-même ne tourne pas sur elle-même, elle reste toujours droite, mais elle décrit un grand cercle. Tous les points de la nacelle décrivent ce même cercle. C'est une translation circulaire. Ah, je vois la nuance. Malin. Restons sur le cas le plus simple, la translation rectiligne. Le document parle de mouvement uniforme. Oui, uniforme, c'est quand la vitesse est constante. Vitesse constante, en ligne droite, pas d'accélération, pas de freinage. La voiture sur l'autoroute au régulateur, quoi. C'est ça. Et la distance parcourue est juste proportionnelle au temps. C'est l'équation simple, x égale v0t plus x0. La position égale la vitesse fois le temps plus la position de départ. Logique. Et l'autre cas, c'est uniformément varié, toujours en ligne droite. Toujours en ligne droite. Mais là, la vitesse change.
Par contre, elle change de façon régulière. C'est l'accélération qui est constante. Comme une voiture qui démarre en appuyant toujours pareil sur l'accélérateur. Exactement. Ou qui freine avec une force constante. L'accélération à 0 est constante. Du coup, la vitesse change linéairement avec le temps. V égale A0t plus V0. Et la position, elle change comment? Là, ça devient un peu plus complexe. C'est une fonction quadratique du temps, avec un terme en t carré. X égale 1 demi A0 t carré plus V0t plus X0. Ces équations permettent de calculer la position et la vitesse à n'importe quel moment. Complu pour la translation. Passons à l'autre grand mouvement, la rotation. Autour d'un axe fixe, qu'on appelle delta, là ça tourne. Oui, là ça tourne vraiment. Comme une roue de vélo sur son moyeu, une porte sur ses gonds, un disque vinyle. Tous les points de l'objet décrivent des cercles. Et ces cercles sont centrés sur l'axe delta. Tout à fait. Et pour décrire ça, on change un peu de langage. On ne parle plus de position X, mais d'angle. Ok, donc la position est donnée par un angle, θ, en radian j'imagine. Oui, en radian, c'est l'unité standard en physique. C'est l'abscisse angulaire. Et pour la vitesse, C'est la vitesse angulaire. c'est ça, la vitesse angulaire notée oméga. Elle mesure à quelle vitesse l'angle θ change. C'est la dérivée de θ par rapport au temps, en radians par seconde, rad par seconde. Et s'il y a accélération? Eh bien on a l'accélération angulaire, alpha. C'est la dérivée de la vitesse angulaire oméga par rapport au temps. Elle mesure comment la vitesse de rotation change en radians par seconde carré, rad seconde carré. C'est l'équivalent de l'accélération A en translation. D'accord. Θ, oméga, alpha pour la rotation, comme X, V, A pour la translation. C'est assez parallèle finalement. Tout à fait. Et il y a un lien direct entre ces grandeurs angulaires et les grandeurs linéaires, la vitesse normale en mètres par seconde d'un point de l'objet. Ah oui? Comment ça? Un point qui est à une distance r de l'axe de rotation, sa vitesse linéaire, le long de son cercle, c'est V égale R oméga. Logique. Plus on est loin de l'axe, plus on va vite. Pour une même vitesse de rotation, il y a plus de chemin à faire. Exactement. Et de même, son accélération tangentielle, celle qui est le long de la trajectoire, c'est AT égale R alpha. Ce qui est intéressant, et le document le souligne, c'est que même si chaque point a sa propre vitesse linéaire V, qui dépend de R, tous les points du solide qui tournent partagent la même vitesse angulaire oméga et la même accélération angulaire alpha au même moment. C'est ça qui définit la rotation du solide dans son ensemble. L'état de rotation est unique pour tout l'objet. Et comme pour la translation, il y a des cas simples de rotation. Oui, les mêmes en fait. La rotation uniforme, vitesse angulaire oméga constante. Donc, accélération angulaire alpha nulle. L'angle θ augmente linéairement avec le temps. Θ de t égale oméga t plus θ0. Et la rotation uniformément variée, C'est quand l'accélération angulaire alpha est constante. Du coup, la vitesse angulaire oméga change linéairement. Oméga de t égale alpha t plus oméga 0. Et l'angle θ évolue de façon quadratique. Θ de t égale 1 demi alpha t carré plus oméga 0 t plus θ0. on retrouve exactement la même structure que pour la translation. C'est pratique. C'est très analogue, oui. Ça aide à comprendre. Bon, maintenant on sait décrire comment ça tourne, mais pourquoi ça se met à tourner? Une force, ça ne suffit pas toujours, on l'a dit. Si je pousse sur l'axe d'une porte, Elle ne bougera pas, effectivement. Il faut introduire une nouvelle notion, le moment d'une force. le moment d'une force, c'est la clé pour la rotation. C'est le concept clé, oui. Le moment d'une force, F, par rapport à un axe delta, ça mesure sa capacité à faire tourner l'objet autour de cet axe. Ça dépend de la force elle-même, bien sûr, mais aussi De l'endroit où on l'applique. précisément, plus exactement de la distance perpendiculaire entre l'axe et la ligne d'action de la force. C'est ce qu'on appelle le bras de levier, noté D. Ah, le fameux bras de levier. C'est pour ça qu'on met les poignées de porte le plus loin possible des gonds, pour avoir un grand D. Exactement. Pour une même force, plus le bras de levier D est grand, plus le moment M delta F est grand, et plus l'effet de rotation est important. La formule, c'est M delta F égale plus ou moins FD. Le plus ou moins, c'est pour le sens de rotation. On choisit un sens de rotation comme positif, par exemple le sens inverse des aiguilles d'une montre, et si la force tend à faire tourner dans ce sens, le moment est positif, sinon il est négatif. Et si la force passe par l'axe, comme quand je pousse sur les gonds, Alors la distance D est nulle, donc le moment est nul.
La force ne peut pas faire tourner l'objet autour de cet axe. Logique. C'est clair. Et ce moment, il est lié à l'accélération angulaire alpha, j'imagine. C'est là qu'intervient la dynamique. Tout à fait. C'est l'équivalent de la deuxième loi de Newton, F égale ma, mais pour la rotation. On l'appelle la relation. Et que dit-elle cette RFED? Elle dit que la somme de tous les moments des forces extérieures qui agissent sur le solide, par rapport à l'axe delta bien sûr, est égale au produit de l'accélération angulaire alpha par une quantité J delta. Attends, J delta, c'est le fameux moment d'inertie. C'est lui. Donc l'équation c'est sigma m delta F externe égale J delta alpha. Donc la somme des causes de rotation, les moments, est égale à la résistance à la rotation, J delta, fois l'effet produit, l'accélération angulaire alpha. C'est parallèle à F égale ma. C'est exactement ça. Le moment d'inertie J delta joue le rôle de la masse m pour la rotation. C'est une mesure de l'inertie en rotation, de la difficulté à faire tourner l'objet ou à changer sa vitesse de rotation. Fascinant. On va y revenir plus en détail sur ce J delta. Mais le document donne un exemple concret, le freinage d'une roue. Oui, une roue assimilée à un anneau de masse m et de rayon r qui tourne initialement assez vite, à 600 tours par minute. Et on applique une force de freinage F, tangentiellement. Ok. Comment on analyse ça avec la RFD? Elles ne font pas tourner la roue. Exact. Reste la force de freinage F. Elle est appliquée tangentiellement au rayon R, son bras de levier est donc R. Et comme elle s'oppose à la rotation, si on suppose que la roue tourne dans le sens positif, son moment est négatif. Donc, m delta F égale moins FR. C'est le seul moment extérieur. Dans cet exemple simplifié, oui. Donc la RFD s'écrit sigma m delta df extérieur égale moins FR. Et ça, c'est égal à J delta alpha. Donc, moins FR égale J delta alpha. Et pour un anneau, le document nous dit que J delta égale mr carré. C'est ça. Si on remplace J delta, on obtient moins FR égale à mr carré alpha. On peut simplifier par R. Ah oui, ça donne moins F égale mr alpha. Et donc l'accélération angulaire alpha égale moins F mr. Voilà. Comme F, m et r sont des constantes, alpha est constante. Et elle est négative, ce qui confirme qu'on a bien un ralentissement. C'est donc une rotation uniformément variée. Enfin, décélérée, plutôt. Exactement. Le freinage est constant. Et à partir de là, connaissant la vitesse initiale oméga 0, qu'il faut convertir de tours minute en rad. 600 tours minute, ça fait combien en rad déjà? 600 fois 2pi divisé par 60. Environ 62,8 rad, oui. Et connaissant alpha, on peut utiliser les équations de la rotation uniformément variée. Pour trouver le temps d'arrêt, t, avec oméga de t égale alpha t plus oméga 0, en posant oméga de t égale 0. Tout à fait. On isole t, ça donne t égale moins oméga 0 alpha. Le calcul dans l'exemple donne environ 6,4 secondes. Et on peut même savoir combien de tours la roue a fait avant de s'arrêter. Oui, avec l'autre équation, θ de t égale 1/2 alpha t carré plus oméga 0 t. On calcule l'angle total parcouru θ de t pendant ces 6,4 secondes, puis on divise par 2pi pour avoir le nombre de tours. Et ça fait environ 32 tours d'après le document. C'est une belle application de la RFED, ça montre comment on peut prédire tout ça. Exactement. Ça relie les causes, le moment de la force de freinage, aux effets, la décélération et l'arrêt. Super clair. Revenons un peu sur ce moment d'inertie, J delta. C'est donc la masse rotationnelle. Qu'est-ce qu'il détermine au juste? J'ai compris que c'est pas juste la masse totale. Non, c'est ça qui est intéressant. Il dépend bien de la masse totale, mais surtout de comment cette masse est répartie par rapport à l'axe de rotation. La géométrie compte énormément. La répartition? Comment ça? L'exemple classique, c'est le patineur ou la patineuse qui fait une pirouette. Tu as déjà vu ça? Oui, bien sûr. Quand ils ramènent les bras, ils tournent beaucoup plus vite. Exactement. Pourtant, leur masse n'a pas changé. Mais en ramenant les bras près du corps, ils rapprochent une partie de leur masse de l'axe de rotation. Ils diminuent la distance moyenne de leur masse à l'axe. Et ça diminue leur moment d'inertie J delta. Oui. Et comme une autre grandeur, le moment cinétique doit se conserver en l'absence de moment extérieur, si J delta diminue, la vitesse angulaire oméga doit augmenter. Et inversement, s'ils écartent les bras, J delta augmente
et oméga diminue. Ah, c'est une super illustration. Donc, une masse qui est loin de l'axe, elle pèse beaucoup plus dans l'inertie de rotation qu'une masse qui est proche. Beaucoup, beaucoup plus. Pour une petite masse ponctuelle m située à une distance r de l'axe, son moment d'inertie, c'est I égale mr au carré. C'est le r au carré qui fait toute la différence. Si tu doubles la distance, tu multiplies par 4 sa contribution à l'inertie. Carrément. Et pour un objet complexe alors? Une forme quelconque? Eh bien, le principe de base, c'est l'additivité. On peut imaginer découper l'objet en plein de petites masses ponctuelles, calculer le mr au carré pour chacune, et tout additionner. C'est ce qu'on fait mathématiquement avec une intégrale. D'accord. Et j'imagine qu'il y a des formules toutes faites pour les formes simples. Cylindre, sphère. Oui, heureusement. Pour un cylindre plein qui tourne autour de son axe, c'est 1/2 mr au carré. Pour une sphère pleine, c'est 2/5 mr au carré. Pour une tige qui tourne par son centre. Il y a des formules pour les cas courants. Le document donne un autre exemple, un cylindre mr avec deux petites masses m' fixées au bout d'une tige à une distance L de l'axe. Le moment d'inertie totale, c'est juste la somme. C'est ça, l'additivité. J total égale J cylindre plus J des deux macellotes. Donc J total égale 1/2 mr carré pour le cylindre. Plus 2 m'L carré, en considérant les macellotes comme ponctuelles à la distance L. On voit bien là que même si les m sont petites, si L est grand, elles peuvent contribuer énormément au J total, à cause du L carré. Tout à fait. C'est vraiment la répartition qui compte. Ok, donc pour résumer cette partie, la masse, c'est l'inertie en translation, la résistance au changement de vitesse linéaire, le moment d'inertie, c'est l'inertie en rotation, la résistance au changement de vitesse angulaire. Et il dépend de la masse et de sa répartition. C'est une excellente synthèse. Ce moment d'inertie explique aussi pourquoi certains objets sont plus stables quand ils tournent vite, comme une toupie ou un gyroscope. Mais c'est une autre histoire. Passionnant. Allez, on change de monde. On passe aux fluids. Troisième partie, la statique des fluides, ou hydrostatique. Déjà, c'est quoi un fluide, pour être sûr? Un fluide, c'est une substance qui peut s'écouler, qui n'a pas de forme propre, elle prend la forme du récipient qui la contient. Ça inclut les liquides, comme l'eau, l'huile. Et les gaz, comme l'air. Et les gaz, oui. Liquides et gaz sont des fluides. Et pour les décrire, quels sont les concepts importants? Le document parle de pression, de densité. Oui, la pression, P, c'est absolument fondamental. C'est la force exercée par le fluide, perpendiculairement à une surface, divisée par l'air de cette surface. P égale F perpendiculaire sur S. L'unité, c'est le pascal, PA. C'est l'idée de la punaise. Une petite force sur la tête large produit une pression énorme sur la pointe fine. Exactement. Même force, mais la surface change tout pour la pression. Il y a aussi la densité, ρ, et la masse par unité de volume, kilogramme cube. Elle va être très importante pour comprendre pourquoi les choses flottent. Et le document mentionne aussi l'incompressibilité. Oui. Un fluide est dit incompressible si son volume ne change quasiment pas quand on le met sous pression. L'eau, pour beaucoup d'applications, est considérée comme incompressible. Mais l'air, non, l'air est compressible. Tout à fait. Et il y a aussi la viscosité, qui est une sorte de frottement interne du fluide, sa résistance à s'écouler. Le miel est beaucoup plus visqueux que l'eau. D'accord. Mais là, on est en hydrostatique, donc les fluides sont au repos. Pas d'écoulement, pas de viscosité qui joue. Exactement. On s'intéresse à l'équilibre. Et il y a 3 grands principes. Le premier, c'est la loi de Pascal. Pascal. Ça me dit quelque chose. Si on appuie sur un liquide enfermé, la pression se transmet partout pareil. C'est exactement ça. Dans un fluide incompressible et au repos, si tu augmentes la pression en un point, cette augmentation est transmise instantanément et intégralement à tous les autres points du fluide et dans toutes les directions. Et l'application la plus connue, c'est la presse hydraulique, c'est ça? Le cric de voiture? Tout à fait. C'est l'exemple parfait. On a un petit piston de surface S1 sur lequel on applique une petite force F1. Avec le pied, par exemple. Oui. Ça crée une pression P1 égale F1S1 dans le fluide, souvent de l'huile. Cette pression P1 est transmise partout, y compris jusqu'à un piston beaucoup plus grand, de surface S2. Et là, la force résultante sur ce grand piston, F2, elle vaut quoi? Elle vaut P1 fois S2. Donc F2 égale F1 S1 sur S2. Si tu préfères, F2 égale F1 S2 sur S1. Ah. Et comme S2 est beaucoup plus grand que S1,
Le rapport S2-S1 est grand, donc F2 est beaucoup plus grande que F1. Voilà. C'est un amplificateur de force. C'est extrêmement utile. L'exemple du document est parlant. Une force de 500 newtons, de poids d'environ 50 kg, sur le petit piston, Peut générer une force de près de 32 000 newtons sur le grand. De quoi soulever une voiture de quasiment 2 tonnes. C'est fou, juste en jouant sur les surfaces. c'est la boîtier de la transmission de pression. C'est Pascal. Le deuxième grand principe, c'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Lui, il concerne l'effet de la gravité sur la pression. C'est l'histoire de la pression qui augmente avec la profondeur. Quand on plonge, on sent la pression sur les oreilles. C'est exactement ça. Dans un fluide au repos, soumis à la gravité, la pression augmente linéairement avec la profondeur h. La formule, c'est P égale P0 plus ρ GH. Alors, P, c'est la pression à la profondeur H, P0, c'est la pression à la surface. Souvent la pression atmosphérique, oui. Rho, c'est la densité du fluide, G, l'accélération de la pesanteur, et H, la profondeur. C'est ça. Plus on descend, h augmente, plus la pression P augmente. Et l'augmentation est proportionnelle à la densité ρ du fluide. C'est pour ça qu'on sent plus la pression en plongeant dans l'eau que dans l'air à la même profondeur. Logique. Et l'application à la fosse des Mariannes, presque 11 km de profondeur. Ça doit être énorme la pression au fond. Le calcul donne quelque chose comme 110 millions de pascal. C'est environ 1100 fois la pression atmosphérique à la surface. 1100 fois. C'est juste. Inimaginable. On comprend pourquoi il faut des sous-marins ultra résistants pour descendre aussi bas. Absolument. Les contraintes matérielles sont énormes. C'est le principe fondamental. Et enfin, le troisième, le plus célèbre peut-être, Archimède, Eureka, lui-même. Le principe d'Archimède dit que tout corps plongé dans un fluide totalement ou partiellement subit une force verticale dirigée vers le haut. la poussée d'Archimède. Exactement, FA. Et sa valeur est égale au poids du volume de fluide déplacé par le corps. FA est égal à ρ fluide V déplacé G. C'est ça qui fait flotter les choses. Quand cette poussée est assez grande pour compenser le poids de l'objet. Précisément. Un objet flotte si la poussée d'Archimède est égale ou supérieure, mais alors il remonte, à son propre poids. C'est le cas des bateaux, des icebergs. Justement, l'exemple de l'iceberg dans le document est frappant. On voit juste la pointe, 500 mètres cubes émergés, on connaît les densités de la glace, ρG, et de l'eau de mer, ρm. Comment on trouve le volume caché, immergé, VI? On utilise l'équilibre. L'iceberg flotte, donc son poids total est exactement égal à la poussée d'Archimède qu'il subit. Ok. Le poids, c'est la masse totale fois G. Et la masse totale, c'est la densité de la glace fois le volume total. VI plus VE. Donc poids égale ρG, VI plus VEG. Parfait. Et la poussée d'Archimède, elle est due au fluide déplacé. Quel volume de fluide est déplacé? Juste le volume immergé, VI. Exactement. Donc la poussée, FA égale ρm, VIG. Et on égale les deux. ρG, VI plus VE, G égale ρm, VIG. On peut simplifier par G. Oui, reste ρg VI plus ρg VE égale ρm VI. Il faut maintenant isoler VI. C'est un peu d'algèbre. On développe. ρG VI plus ρG VE égale ρm VI. On regroupe les VI. ρG VE égale VI ρm ρG. C'est ça. Et donc VI égale ρg VE ρm ρg. On a la formule. Et avec les valeurs numériques, ρG à peu près 910, ρm à peu près 1024, VE égale 500, ça donne combien pour VI? Le calcul donne VI environ égal à 3991 mètres cubes. Presque 4000 mètres cubes, comparé aux 500 mètres cubes qu'on voit. Ça veut dire que près de 90% du volume de l'iceberg est caché sous l'eau. C'est énorme. L'expression « la partie émergée de l'iceberg » prend vraiment tout son sens là. C'est fou. Tout à fait. Et on peut aussi calculer la masse totale de cet iceberg, et d'ailleurs, ça fait environ 4100 tonnes, un beau bébé. Incroyable. Donc voilà les trois piliers de l'hydrostatique. Pascal pour la transmission de pression, le principe fondamental pour la pression due à la profondeur, et Archimède pour la flottabilité. C'est une bonne synthèse. Ces trois principes permettent vraiment de comprendre comment se comportent les fluides quand ils sont immobiles. Eh bien, on a couvert pas mal de choses, depuis la description fine des mouvements des solides, translation, rotation, en passant par le rôle clé de la masse et surtout de sa répartition avec le moment d'inertie, jusqu'à ces lois fondamentales qui gouvernent les fluides au repos. Pression, flottabilité. Ce sont des concepts qui, même s'ils semblent un peu séparés,
forment un tout assez cohérent pour analyser le monde physique autour de nous, non? Complètement. Ce sont vraiment des outils de base, des fondations, en physique, mais aussi pour plein d'applications techniques, en ingénierie. C'est vrai qu'on commence à regarder une porte qui s'ouvre, une roue qui tourne, ou même juste un verre d'eau différemment en pensant aux forces, au moment, à la pression. C'est tout l'intérêt de comprendre ces principes, oui. Ça change un peu le regard. Pour finir, une petite question qui me vient, en repensant à l'hydrostatique. On a vu que dans un fluide immobile, la pression dépend de la profondeur. Mais qu'est-ce qui se passe si ce fluide se met à bouger? S'il s'écoule dans un tuyau, par exemple, est-ce que sa vitesse a une influence sur la pression? Ah, excellente question pour ouvrir sur la suite. C'est tout le domaine de la dynamique des fluides. Et la réponse est oui, la vitesse a une influence et elle n'est pas forcément intuitive. Ah bon? On pourrait penser que plus ça va vite, plus ça pousse fort, non? On pourrait. Mais en fait, dans beaucoup de cas, c'est plutôt l'inverse. Là où le fluide accélère et va plus vite, sa pression a tendance à diminuer. C'est lié à la conservation de l'énergie dans le fluide. Vraiment? La pression diminue quand la vitesse augmente? C'est le cœur d'un autre grand principe, le théorème de Bernoulli, qui relie justement la pression, la vitesse et l'altitude pour un fluide en mouvement. Mais ça, c'est une autre histoire, tout aussi passionnante. Ça donne envie d'en savoir plus, c'est sûr, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur ces bases de la mécanique. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt.